Welcome and bienvenue, welcome dans un nouveau vlog. Tchin tchin. Il se peut qu'il y ait donc deux vlogs au mois de février car il va y avoir le vlog mensuel de février dans lequel je parlerai un peu de tout, de lecture ou non, et ce vlog-ci où je vais essayer de lire 7 livres en 7 jours. Wouh! Nous sommes le 31 janvier à l'heure où je filme cette vidéo. C'est jour de grève aujourd'hui, donc je fais grève, mais que ce matin parce que j'ai une réunion assez importante avec les services techniques de la ville pour... en gros, le centre social où je travaille va être rasé et on va déménager dans un nouveau centre social en construction l'année prochaine. Et donc on a plein de réunions techniques avec la ville, les entreprises, etc. pour décider de l'agencement de ce nouveau centre social. De fait, je ne peux pas trop louper cette réunion cet après-midi, mais je vais faire grève ce matin. Et là, il va être 9 h, donc j'irai manifester d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. J'habite juste à côté du lieu de départ de la manifestation. Et ça, c'est génial, comme ça, j'ai pas besoin de me lever très tôt. Vous avez peut-être vu dans l'intro les 7 livres que j'ai choisi de lire. Vous les aurez vus dans ma pile à lire de février normalement, donc je vous les présente juste rapidement. Avant les hommes de Nina Bouraoui, dont je vais vous parler à l'instant car je l'ai lu ce matin. La solitude lumineuse de Pablo Neruda chez Folio. Un classique de Jack London qui a été redécouvert au moment de la pandémie, La peste écarlate, publié ici chez Librio dans leurs éditions à 2 €. Poste restante Alger de Boualem Sansal, qui est un très court texte sur l'Algérie, je crois, et son amour de l'Algérie. Mais il faut que je lise un peu sur Boualem Sansal avant de me jeter dans ce roman, parce que je crois que l'auteur a fait des choses pas très nettes depuis. La chatte de Colette, qui est un triangle amoureux entre un couple et un chat. Ça me donne très envie, c'est très énigmatique, et en plus le titre me fait rire. Un de mes auteurs contemporains chouchou, Daniel Arsan, avec Des Amants, qui est une histoire d'amour homosexuel en 1749. Délicieux. Et un classique contemporain de la littérature lesbienne, Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard, qui est très souvent cité et qui me donne très envie car on est dans du, vous voyez, format très court, c'est des petits textes comme ça. Je sais pas si c'est des entrées de journal ou quoi, mais en tout cas ça me donne très envie. Je me suis dit je vais faire tout de suite ce petit challenge de 7 jours 7 livres que j'avais prévu, car ce sont tous des livres de moins de 200 pages pour le challenge Petit mois, petite lecture. Donc j'ai pas attendu, j'en ai lu un ce matin, on est que le 31 janvier, bref. Avant les hommes de Nina Bouraoui. Donc j'ai lu, je pense, 10 pages hier, il en fait 80. Avant les hommes, ça nous raconte l'histoire de Jérémy, qui vit seul avec sa mère car ses parents sont séparés, et sa mère est hôtesse de l'air, donc du coup, il la voit peu souvent. Il doit avoir je sais pas, un peu plus de 16 ans à mon avis, en tout cas, il est en âge de rester seul quand sa mère s'en va. Et Jérémy a une relation très particulière avec sa mère, c'est elle qui l'a élevé, il est très attaché à elle, ils ont souvent dormi ensemble dans le même lit, donc voilà. Sans que ça aille jusqu'à l'inceste, il y a vraiment un syndrome, quelque chose qui fait que ils sont très proches et que Jérémy est presque amoureux de sa mère, comme un enfant pourrait l'être, mais pas comme un ado doit l'être. En tout cas, passer 15 ans, c'est plus tout à fait normal. Et en fait, je suis pas psychologue, donc je sais pas si en étant enfant, c'est normal d'être amoureux de sa mère. Il se fait un ami qui s'appelle Samy, qui vend... Enfin, il fait un ami. Samy vend de la drogue dans la cité où il habite, et il devient plus ou moins ami avec lui, plutôt amoureux. En fait, il se dit, si ma mère... enfin voilà, biologiquement... éthiquement, moralement, je n'ai pas le droit d'être avec ma mère, d'être en couple avec ma mère, d'aimer ma mère, c'est pas normal, donc je n'aimerais aucune femme. Et en fait, il se rend compte petit à petit que il est peut-être plutôt homosexuel d'ailleurs que amoureux de sa mère. Enfin, sa mère est la seule femme qu'il a aimée, qu'il veut aimer. L'histoire est très belle, j'ai beaucoup aimé ce questionnement sur la mère, la relation à la mère et en fait sa découverte de son homosexualité par ou à cause de sa mère, je sais pas trop où me situer. C'est très court, ça fait 80 pages, c'est presque un monologue intérieur de ces 80 pages. Je crois qu'il n'y a aucun chapitre d'ailleurs. Oui c'est ça, il n'y a aucun chapitre, hein. C'est vraiment... ça commence par « Jérémy, mon prénom est une prière qui me protège. Ce soir, le vent a lancé une voix dans les arbres, j'ai fixé le ciel. » Voilà. Ça commence à la première personne du singulier et jusqu'au bout, ça continue à la première personne du singulier. C'est un cri du cœur, comme on aime à le dire en littérature. Ça se passe sur un été, c'est assez langoureux, assez... Il y a un petit côté, vous voyez, Call Me By Your Name par l'atmosphère qui peut s'en dégager, mais on est dans une cité HLM, même si lui il habite dans un petit pavillon. On imagine du logement social, une banlieue pas trop pauvre, mais pas trop riche, vous voyez, middle class. Et en fait, le style était quand même, encore une fois, assez lourd. Alors c'est peut-être parce qu'aussi je sortais d'un ciel de faïence et que j'avais vraiment, sous un ciel de faïence, envie de quelque chose de beaucoup plus léger. Mais là, le fait que ce soit un monologue de 80 pages, écrit à la première personne du singulier, avec un jeune homme qui est quand même très poétique, des réflexions qui sont très importantes, très intéressantes, mais en même temps un peu plus dures à assimiler parfois, a fait que je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Là, après coup, je l'ai terminé ce matin. J'ai beaucoup plus apprécié en fait ce matin que hier soir, c'est vrai. Je m'en rends compte là, en ressenti de lecture, c'était beaucoup plus fluide. J'étais peut-être un peu trop fatigué hier parce que je sortais d'une grosse journée de boulot.
Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, le cadre et tous les sentiments qui passent à travers la tête de Jérémy. J'ai beaucoup moins aimé par contre le style et des phrases un peu trop lourdes parfois, un peu trop écrites, un peu trop lyriques. Il y a des grandes envolées où on veut vraiment mettre beaucoup de poésie et ça fait un peu trop pour moi. En tout cas, ça m'a mis en jambe, vraiment. Là, si je ne devais pas aller manifester, je lirais, je pense, toute la matinée. Et j'hésite, en fait, à faire grève cet après-midi. Peut-être je vais juste aller à la réunion et je vais faire grève après. De toute façon, je crois qu'on peut décider les heures où on fait grève dans le privé. Donc, je vais peut-être faire grève ce matin. Je vais aller à ma réunion et grève après, comme ça va me faire une petite journée. Hier, on a eu un gros séminaire au boulot avec le conseil départemental et toute l'association des centres sociaux de Reims. Et ce séminaire avait lieu dans mon centre social, car j'ai le plus grand centre social de Reims. Je crois que je vous l'ai dit dans le vlog précédent. En tout cas, voilà, c'était une grosse journée, tant en organisation qu'en atelier, parce que j'ai participé aux ateliers. Donc, j'ai fait 3 ateliers d'1 heure, ce sont des ateliers participatifs, où on a échangé entre notre partenaire. C'était très intéressant parce qu'on travaille très étroitement avec le conseil départemental dans mon travail en tant que travailleur social, parce que le conseil départemental nous met des assistantes sociales à disposition, des éducateurs de prévention, des conseillères en économie sociale et familiale. Enfin voilà, tous ces services qui dépendent du département interviennent dans nos centres sociaux. On touche le même public et du coup, c'est trop cool de pouvoir prendre le temps pendant une journée entière, de n'avoir rien d'autre à faire que d'échanger sur nos pratiques, sur comment on les reçoit, comment on communique les uns entre les autres, comment on peut co-construire un projet commun, et c'était trop chouette. Pour ma prochaine lecture, je ne sais pas... Alors en fait, dans ma sélection, il y a 3 romans qui parlent d'homosexualité. Avant les hommes, Ça raconte Sarah et Daniel Arsan, Des amants, et les 4 autres ne parlent pas d'homosexualité. Il y en a 2 qui sont de l'amour pour une ville, Alger et Ceylan avec Neruda, du post-apocalyptique avec La peste escarlate, et La chatte de Colette. Donc je vais alterner un roman homo et un roman hétéro, un roman qui ne parle pas que d'homosexualité. Et comme je viens de lire Avant les hommes, je vais peut-être partir sur Jack London, La peste écarlate. Je crois que j'avais commencé à lire quelques lignes la dernière fois, mais je ne me rappelle plus du tout. C'est très court encore une fois, ça fait 83 pages, et c'est écrit assez gros parce que c'est une édition qui est prévue pour les lycéens ou collégiens. Je ne sais pas en quelle classe on lit ça. En cinquième, donc voilà. Ça doit être très abordable, je pense. J'espère juste que c'est pas un texte abrégé. Il me semble que le livre est très court, donc je ne pense pas. Je reviens vous voir quand j'aurai lu La peste écarlate. J'ai parlé 10 minutes sur un livre, donc si je parle 10 minutes sur chaque livre, ça va faire 70 minutes à la fin du vlog. À midi, j'ai été rejoint par la reine-mère. Tchin. C'est du Schweppes, ça, c'est pas... Comment vas-tu, reine-mère? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans les vidéos de Flowfly. Ah ben, elle m'a pas invité non plus, hein. Alors, pas qu'il se plaigne, hein, moi, quand on me dit de venir, je viens. C'est vrai. Ah oui, hein. À Noël, je voulais en faire une, puis j'ai pas eu le temps. De quoi as-tu le temps? On planifiera. On se demande. Ah oui, parce que si c'est encore un truc avec plein de questions, faut que je révise avant. Hein. Non, mais on pourra faire une recette dans ta cuisine, ou bien. Ah, une recette dans ma cuisine, oui, parce que dans la tienne, ça craint du boudin. C'est un peu... C'est moins... La vôtre est plus lumineuse. Toutes les excuses. Vous habitez Windsor, reine-mère, ne l'oubliez pas. Bon, bien sûr. Dans un manoir. Non, la reine-mère, elle est morte. Ah bah d'ailleurs, quelle est ta lecture en cours? Le suppléant. Écrit par... Écrit par... Oh, j'ai plus son nom. Le prince Harry. Le prince Harry, Enfin, voilà. plus le prince Harry d'ailleurs. Si, il garde son titre quand même. Ah bon? Si, je crois qu'il garde le titre, mais il n'a plus les fonctions. Et qu'en pensez-vous? Bah, bon, faut aimer la romance et tout le bazar, hein, parce que le début, bah, évidemment, c'est un gamin de 8 ans qui perd sa mère, hein, c'est quand même pas simple. Hein. Donc, ça t'a touché ton petit cœur? Bah oui, quand même. Attends, pauvre gamin. Hein. Pauvre gamin. Moi, je les plains pas, les bourgeois. Oh, les
les bourgeois, attends, justement, il n'est pas trop élevé comme un bourgeois. Hein. Ils sont quand même en pension, ils ont tout un tas de trucs à respecter à leur âge qui n'est pas simple non plus. Merci madame pour votre intervention dans le vlog de Flowfly. De rien, monsieur. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui? Dans ta maison alors du coup. Dans la maison, on fera une recette. Eh ben tiens, dites ce que vous voulez manger, on fera la recette que vous voulez. Et ben voilà. Écoutez ce que dit la reine-mère. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse à manger. Et à bientôt dans le métro. On se retrouve pour que je vous parle de La Peste écarlate, qui est le deuxième livre que j'ai lu durant ce 7 mois, 7 livres. J'en ai bientôt terminé un troisième, mais il faut quand même que je vous parle de celui-ci, car on est jeudi, et je crois que j'ai commencé mardi. J'ai lu La Peste écarlate de Jack London, et j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est très court, trop court malheureusement. Le roman fait 92 pages qui sont écrites assez grosses car c'est destiné à un public collégien, où en fait un grand-père va se retrouver avec ses 4 petits-fils dans une nature totalement dépeuplée, totalement abandonnée. On se situe en 2073 et depuis 60 ans, donc depuis 2013, la Terre est totalement décimée à cause d'une maladie qui s'appelle la peste rouge, non je dis des bêtises d'ailleurs, c'est pas la peste rouge, c'est la peste écarlate. Et ce grand-père, avec ses 4 enfants qui n'ont connu que la désolation, que ce monde post-apocalyptique où la maladie a rayé de la carte plus de la moitié, enfin presque l'entièreté de la race humaine, ce grand-père, lui, a connu le monde d'avant, a connu le San Francisco d'avant et va essayer de le raconter à ses enfants. C'est presque un conte, en fait, comme la couverture le montre, on est autour du feu avec le grand-père et ses petits-enfants et on écoute comment la civilisation a chuté, comment la civilisation s'est terminée. C'était plutôt intéressant, j'aurais bien aimé avoir plus de pages. Effectivement, c'est une nouvelle, c'est un roman court, enfin c'est plus une nouvelle, hein, selon moi, un conte, encore une fois. Ça manque un peu de profondeur. Après, quand je l'ai commencé, je me doutais que ça n'irait pas au fond des choses, et malgré la petitesse du roman, malgré la simplicité parfois de l'univers ou de ce que l'auteur pose, on retrouve des thèmes chers à, j'allais dire Martin Eden, non chers à Jack London, qui est la critique du capitalisme, la critique de la société de classe, cette opposition entre travailleurs et propriétaires, prolétaires et propriétaires. Il y a également quelques références sur la notion de littérature, sur le fait que les mots peuvent sauver, la littérature peut sauver, l'importance d'apprendre la lecture, car ces jeunes enfants, ces 4 enfants, ne savent pas ce qu'est l'alphabet, n'ont jamais appris à lire, ils sont nés dans un monde où il n'y a pas d'école, où il n'y a même pas de système social, de regroupement. Donc en fait, pour eux, tout ce qui est la littérature, c'est très obscur. Le grand-père a réussi à sauver quelques livres et il leur dit, gardez-les, apprenez à lire, apprenez les mots, apprenez les lettres, apprenez l'alphabet, cela va vous servir. Et c'est des petites phrases voilà, comme ça qui sont très importantes, je trouve, dans ce roman. C'était donc une bonne lecture. J'ai même, j'ai corné une page. C'est une page qui parle justement du capitalisme et de la notion de travailleur et de propriétaire. Entre-temps, j'ai commencé, je suis vraiment un peu en mode chillax ce soir, hein. Je suis déjà en jogging et tout, je viens de faire une sieste, il est 19h40, je me suis endormi en rentrant du boulot, ça m'arrive très régulièrement de dormir en rentrant du boulot, et j'avoue que là, j'enchaîne des grosses journées. J'ai commencé Des Amants de Daniel Arsan, j'en suis à la moitié mais ça se lit très vite, et il fait combien de pages? Il fait 150 pages, donc je pense que je vais le terminer ce soir. Des Amants de Daniel Arsan, c'est l'histoire d'amour entre le prince de Créon, Balthazar, et un jeune paysan, enfin quelqu'un qui sait manier quand même l'art des plantes, qui sait guérir, qui connaît l'herboristerie, enfin tout ça, voilà. Et un jour, le prince Balthazar, prince de Créon, tombe de son cheval et il rencontre, je sais plus comment il s'appelle, le jeune gosse qu'il rencontre. Sébastien, je dirais, mais je suis pas sûr. Sébastien, c'est ça. Il rencontre Sébastien qui traînait dans les champs, qui arrive à le soigner, à l'aider. Donc du coup, s'installe une petite histoire d'amour. Par la forme, vous voyez, ce sont des chapitres très courts qui des fois tiennent en une strophe ou deux, donc ça va très vite, on va pas vraiment en profondeur dans la caractérisation des personnages. On sait qu'un est plutôt pauvre et plutôt habile avec les herbes, voilà, c'est à peu près ça qui le caractérise. Et on sait que le prince de Créon est lui un noble qui vit avec sa mère et qui doit aller à Versailles de temps en temps. Va se développer une histoire d'amour qui va être publique, les gens vont savoir que Balthazar et Sébastien s'aiment et couchent ensemble. Et évidemment, en 1749, ceci n'est pas très accepté quand un noble de la cour, car le prince de Créon fait partie de la cour du roi, est connu, reconnu pour son homosexualité.
c'est assez sympa. En fait, on en sait très peu sur les personnages, sur qui ils sont, comment ils sont, mais leur relation entre les deux, tous les moments qu'ils passent ensemble, tous les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, sont plutôt bien fouillés et très 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 bien écrits. Là, il n'y a rien à dire, c'est la plume de Daniel Arsan, c'est magistral tant c'est précis dans le vocabulaire, tant c'est riche, tant c'est foisonnant. C'est une plume qui est vraiment, vraiment remplie de mots, à tel point que même moi, hein, des fois, enfin même moi, non pas que j'ai un meilleur vocabulaire que vous d'ailleurs, mais moi-même, je n'arrive pas à tout comprendre parfois, parce que ce sont des mots qui ne sont pas utilisés tous les jours, et des tournures de phrases qui sont peut-être désuètes, ou en tout cas moins communes actuellement. J'ai très très hâte de le terminer, parce que même si je ne suis pas totalement emballé, contrairement aux deux précédents textes que j'ai adorés de Daniel Arsan, qui est Je suis en vie et tu ne m'entends pas, et Moi qui ai souri le premier, là on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus ancré dans un contexte. Enfin, vous me direz, je suis en vie et tu ne m'entends pas, c'est aussi très ancré dans un contexte historique, puisque c'est un homme qui sort des camps de concentration après avoir été enfermé pour homosexualité. Mais c'est peut-être la petitesse des chapitres qui me rebute, je ne sais pas. En tout cas, je termine ça et je reviens soit ce soir, soit demain vous en parler et démarrer un nouveau livre. Ciao, bye. Je viens de terminer Des Amants de Daniel Arsan et j'ai beaucoup aimé. C'est marrant parce que j'étais assez mitigé à la moitié du roman, là juste avant quand je vous en ai parlé. Mitigé dans le sens où je disais que les personnages étaient peu caractérisés. Et en fait, je m'étais arrêté vraiment... J'avais pas remarqué que le roman faisait 100 chapitres, des chapitres courts. Mais je m'étais arrêté au chapitre 49, donc vraiment au milieu du roman. Et quand j'ai repris ma lecture, j'ai lu donc les 50 derniers chapitres d'une traite. Et j'ai trouvé que ça prenait vachement en profondeur sur cette seconde moitié. C'était assez sympa, assez beau, assez triste également. Enfin, très triste même. On nous parle beaucoup de l'interdit de l'homosexualité. Et de ces corps qui essayent de se retrouver, de ces corps qui essayent de se toucher mais qui ne le peuvent pas, de par le... Qu'en dira-t-on, pardon, et de par les normes sociales également. C'était vraiment une chouette lecture que j'ai bien aimée sur la fin. Par contre, je pensais que c'était des faits véridiques, que c'était des personnages qui existaient. Alors, dites-le moi si je me trompe en commentaire, si vous connaissez la vie du prince de Créon, Balthazar de Créon, fils d'Anne de Créon. Mais en fait, j'ai fait certes une recherche très rapide sur Google, mais j'ai trouvé que des éléments qui parlaient du texte de Daniel Arsan. J'ai aucun autre élément historique ou véridique sur la vie de ce personnage de Balthazar de Créon. Donc peut-être que c'est créé de toutes pièces, car pourtant on nous parle beaucoup de Versailles, de la cour, du roi. C'est vrai que le roi n'est jamais cité. On n'a pas de nom de roi. Alors qu'en 1749, je sais pas qui est le roi. Sûrement un des Louis. Donc c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est dommage, mais c'est que je pensais vraiment que cette histoire était vraie, alors que visiblement elle ne l'est pas. Pour ce qui est de ma prochaine lecture, je vais entamer et peut-être lire entièrement ce soir ce texte de Boualem Sansal, Poste restante Alger, qui est comme je vous l'avais dit, un cri d'amour à la ville d'Alger. Je viens de lire vite fait quelques éléments de la biographie de Boualem Sansal. J'ai vu qu'il avait obtenu le Grand Prix de l'Académie française pour son roman 2084, je ne sais plus quoi. 2084, La fin du monde. Les principales reproches, les principales controverses qu'on fait au sujet de cet auteur, c'est qu'il est très critique envers la religion, envers l'islam, religion islamique. Enfin bref, ouais. Très critique envers toute forme de religion, mais particulièrement l'islam qui, selon lui, ne dicte que des interdits ou un cadre très strict de lois, de règles, et qui n'est pas dans la permission du doute. C'est une religion, selon lui, qui ne permet pas le doute. Et également très critique envers Bouteflika, l'ancien président algérien, car je crois qu'il est décédé, qu'il considère comme un autocrate et qui de toute manière enfin c'est pas Bouteflika lui-même, mais son gouvernement qui a censuré les écrits de Boualem Sansal en Algérie. Donc il habite en Algérie, mais ses écrits sont censurés, ou en tout cas ont été censurés pendant un temps. Sachant cela, je veux maintenant appréhender ma lecture à l'aube de ses connaissances envers sa non-affection envers la religion et sa non-affection envers le régime algérien au pouvoir. Donc je vous en reparle dès que j'ai terminé. Je pense que là je vais venir demain, même si je termine ce soir, car je ne vais pas enchaîner les plans de vlog ce soir.
Yo, j'ai super bien dormi. Et ça faisait assez longtemps, enfin une semaine que ce n'était pas arrivé, où je m'endormais tard, ou alors je me levais tôt, trop tôt. J'ai lu une trentaine de pages de posts restantes. On sent que l'auteur Boualem Sansal est un auteur qui a beaucoup de verbes, qui arriverait, je pense, facilement à haranguer une foule, à motiver un groupe de personnes, à être peut-être un peu prosélyte. Bref, en tout cas, qui arriverait, voilà, à susciter un certain engouement. Et c'est ce qu'il essaye de faire avec le peuple algérien dans ce texte. Mais c'est pour autant très sympa car ça retrace un peu la vie politique et historique, économique de l'Algérie sous le prisme de la pensée idéologique de Boualem Sansal. C'est quand même à garder en tête, c'est pas un texte, c'est un texte qui est follement engagé et subjectif. Mais pour autant j'aime bien, surtout que voilà, l'Algérie c'est quand même un pays qu'on a colonisé, qui est si proche de nous et dont on ne nous apprend pas grand chose à l'école, outre la guerre d'Algérie et les accords d'Évian. Enfin moi c'est le seul souvenir que j'ai de l'Algérie à l'école. Donc je vais lire ça, je pense le terminer que ce soir. Peut-être que je vais lire beaucoup ce week-end, donc finalement ça sera peut-être pas un 7 jours 7 livres, mais un 5 jours 7 livres, je ne sais pas encore. En tout cas aujourd'hui j'ai une petite journée de boulot. Ce matin c'est beaucoup d'administratif avec mon directeur. En fait avec mon directeur on fonctionne vraiment en binôme et on se sépare les tâches. Il mène des projets, j'en mène d'autres, et du coup certains se rejoignent. D'autres ont besoin de nos deux forces cumulées, donc en fait on se fait des points tous les jeudis matins, mais on n'a pas eu le temps hier, de coordination, lui et moi, où on se prend vraiment un temps, où on se pose et on fait le point des échéances dans nos projets, de vision des choses sur certains points, et c'est quand même cool de pouvoir fonctionner comme ça avec son supérieur, donc je suis très content de ma relation avec lui. Il regarde pas les vidéos, hein. C'est pas pour faire de la lèche que je dis ça, mais en fait je le souligne parce que c'est quelque chose qui je crois ne m'était jamais arrivé. Si dans mon tout premier poste, quand j'étais en alternance, pendant mon master, j'avais une chef qui était super, vraiment très pédagogue. En plus, j'étais encore à la fac, très arrangeante. C'était une très très bonne relation hiérarchique. Et mes deux autres postes, c'était catastrophique. C'est vraiment pour ça d'ailleurs que j'ai fait un burn-out, entre autres, et que j'ai arrêté de travailler pendant 6 mois. Puis que j'ai rechangé de boulot et que ça s'est encore mal passé. Là, j'ai vraiment l'impression d'être entendu, que ma parole a du poids et du sens et de la force, que je suis également accompagné sur certaines choses dont je n'ai pas les compétences pour. Et du coup, c'est très 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 agréable de se sentir écouté dans son boulot. Donc voilà, si vous n'êtes pas écouté, si votre relation hiérarchique se passe mal, c'est qu'il y a un problème. Déjà, il y a un problème avec le travail, en règle générale, dans la société. Mais faites attention, écoutez les signaux. Si ça ne va pas, faites-vous entendre et faites-vous suivre. Voilà. Petit message en plus. Eh bien, je viens de terminer post restante de Boualem Sansal et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est juste une porte d'entrée dans l'œuvre de Boualem Sansal car il a écrit quand même une bonne dizaine de romans, un peu plus même chez Gallimard. Le texte a un peu vieilli, il est de 2005. Entre-temps, la situation de l'Algérie a évolué. Le président Bouteflika est décédé, je crois. C'est quand même, je vais dire, l'ennemi numéro 1 de Boualem Sansal. C'est un homme politique pour lequel Boualem Sansal n'avait vraiment aucune empathie. C'était très chouette. J'ai vraiment aimé surtout la seconde partie où il essaye de démentir toutes les caractérisations du peuple algérien qu'on essaye de faire. Le peuple algérien est arabe, le peuple algérien est arabe, le peuple algérien parle arabe, le peuple algérien est musulman. Ce sont les 3 grosses caractérisations que le gouvernement algérien essaye de rabattre continuellement, alors qu'en fait la réalité est tout à fait différente. Il s'attache à les démentir, à montrer à quel point cela est faux, et c'est super intéressant. On parle rapidement évidemment de la France, de son rôle colonisateur, que en fait, juste derrière l'Angleterre, la France est un des pays, si ce n'est le pays le plus colonisateur après l'Angleterre, et qu'on n'a vraiment pas de quoi se ragaillardir à ce sujet. C'était vraiment, ouais, très chouette. Et j'aime bien en fait le fait que ce soit écrit sous forme de lettre, que ce soit une lettre destinée aux Algériens, à ces personnes qui peuplent l'Algérie et qui font d'elle ce pays si diversifié. C'est frais de changer les formes de texte, vous voyez, avec des amants, on était dans du pur roman, avec La peste écarlate, c'était presque un conte, Avant les hommes de Nina Bouraoui, c'était un long monologue intérieur, donc en fait, ça me permet de voyager en forme littéraire, et maintenant, je vais commencer La chatte de Colette. C'est un petit 200 pages, mais comme je vous l'ai dit, qui est écrit très très gros, je vais m'attarder à ça.
On va se laver, on va aller travailler. J'ai des auréoles. Oui, un peu. Et ce soir, c'est le week-end. J'ai très hâte. Nous sommes samedi, je crois qu'on est à peu près le 5e jour. J'ai commencé La chatte de Colette, j'ai lu la moitié hier, 100 pages. Je n'aime pas trop. C'est là vraiment la première fois où ça se pose dans ces 4 livres, c'est que vraiment j'ai du mal, à tel point qu'hier, au bout de quelques pages, je me suis dit ça va être compliqué. Ce qui me gêne, c'est que je ne comprends pas l'écriture de Colette dans ce roman, qui encore une fois est très travaillé, très stylisé, et je n'arrive pas à situer les actions, je n'arrive pas à situer spécialement les personnages. Heureusement qu'il y a les dialogues qui sont encore assez simples auxquels je peux me raccrocher. En fait, on suit Alain et Camille qui sont très jeunes mariés, jeunes fiancés, qui habitent dans un studio prêté par un ami, je crois, et en fait ils font construire leur petit nid douillet pour vivre leur vie à deux. Sauf que les travaux prennent du retard. Donc des fois ils vont chez les parents d'Alain, des fois chez les parents de Camille, pour manger, etc. Et chez Alain, il y a la chatte Saha, de qui Alain semble être très proche. Enfin, quand je dis très proche, comme une personne qui aime son chat en fait. Il n'y a pas aucune ambiguïté entre lui et la chatte, là où j'en suis. On est dans un couple très particulier où la femme est dépeinte un peu comme une sorte de... Donc Camille, la jeune épouse, comme une sorte de... pas de muse, mais de femme un peu hors du temps, j'ai envie de dire. Elle est un peu magique, presque vaporeuse. On ne sait pas trop qui elle est, ce qu'elle veut. Là où le mari est représenté avec des traits beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus physiques, où c'est un homme qui aime son chat, enfin voilà, des trucs très matériels, très tangibles. Elle, on ne sait pas vraiment, tant elle est vaporeuse, brumeuse. Et c'est peut-être ça qui fait que je n'aime pas trop ma lecture pour le moment. Je vais éteindre la lumière, en tout cas tamiser la lumière, et lire, parce que je déteste le matin être en pleine lumière comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je lis le matin et le soir, en étant tranquillement chez moi, avec une lumière tamisée. Je viens de terminer La chatte de Colette, et effectivement, ce n'était pas ma lecture de l'année, ma lecture du siècle. Je me suis beaucoup plus habitué à l'écriture, à la façon de narrer l'histoire de Colette sur la seconde moitié. Je pense que hier soir, j'étais peut-être pas assez concentré, tout simplement. Toujours est-il que j'ai trouvé l'histoire un peu vaine, parce que parfois, c'est presque absurde de voir à quel point la chatte, justement, Saha, prend une place dans ce jeune couple. Ce qui ne m'a pas plu non plus, c'est qu'on est vraiment dans un contexte très bourgeois, avec des femmes de chambre, avec des majordomes, avec un couple. On ne sait même pas ce qu'ils font dans la vie, je pense qu'ils font rien, qu'ils sont rentiers ou que sais-je encore. On est vraiment dans ce contexte cossu, confiné, des appartements parisiens, des maisons de ville avec les petites cours, les petits jardinets, qui ne me plaît pas spécialement. Je suis quand même content de l'avoir lu, d'avoir lu autre chose de Colette. On va commencer le 6e livre, car il n'est pas trop tard et que j'ai encore un peu envie de lire. Ou alors je regarde un épisode de RuPaul. Je ne sais pas, je vais aller chercher les 2 livres qui me restent. Et il me reste donc Ça raconte Sarah et La solitude lumineuse de Neruda. Je pense me garder Ça raconte Sarah pour demain. Il fait 200 pages. Ça sera très bien pour bon dimanche. Les odeurs et les couleurs des rues asiatiques, les plaisirs et cauchemars de l'opium, la chasse à l'éléphant, le sourire paisible des Bouddhas. Je crois que c'est des courts chapitres, chacun sur... Ah oui, c'est pas uniquement Ceylan, parce que là je vois qu'il y a Batavia, Singapour, la vie à Colombo... Mais en fait, il va nous retracer tous les pays qu'il a visités en étant consul à Colombo. J'ai envie de lire ça ce matin. Bon, on se retrouve, on est dimanche matin, il doit être à peu près 9h30, 10h. J'ai terminé ce matin, enfin j'ai lu ce matin, La solitude lumineuse de Pablo Neruda. En fait, j'ai pas du tout lu hier car j'étais malade. En gros, j'ai passé une nuit horrible dans la nuit de vendredi à samedi. Et samedi matin, ça allait un peu mieux. Et après, ça m'a repris toute la journée. Donc au final, j'ai pas lu, je devais voir des amis, je suis pas sorti. Je suis resté dans mon canapé toute la journée tellement j'étais malade. Là, ce matin, ça va un peu mieux. Et j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors évidemment, c'est très différent de... Alors c'est pas... À chaque fois, je dis Sansonnet d'amour, mais c'est pas ça le titre. La centaine d'amour, voilà. La centaine d'amour, j'avais déjà bien aimé, mais là,
Donc c'est de la prose, c'est comme un extrait, enfin c'est un extrait je pense de journal, c'est Pablo Neruda qui raconte l'année 1931, donc c'est l'année dans laquelle il a été consul à Colombo, Ceylan, puis Singapour et Batavia. Des pays qui étaient colonisés par les Anglais pour certains et par les Hollandais pour d'autres, enfin par les Néerlandais pour d'autres. Et il raconte donc cette solitude lumineuse parce que il est tout jeune quand il va là-bas, c'est en 1931, il a 23 ans. Il ne connaît personne, il ne connaît pas la langue, il est diplomate, mais voilà, il n'a pas eu non plus énormément d'expérience, donc il arrive dans ces territoires où il est le seul Chilien, car lui, c'est un diplomate chilien. Il ne sait pas vraiment à quoi il sert, parce que le Chili n'est pas non plus un pays si important que ça dans les relations mondiales, en tout cas à cette époque. Donc il n'a pas vraiment de tâches à faire, c'est juste que tous les 3 mois, il doit envoyer des cargaisons de thé vers le Chili, car le Chili est un pays où ils boivent beaucoup de thé. Et voilà à peu près tout. Donc c'est cet ennui, cette absence de relation qu'il raconte dans ces 80 pages. Ça se lit très très bien, c'est d'une fluidité, d'une simplicité de lecture, sans pour autant être désagréable. C'est ça qui est génial, c'est que c'est très beau, et en même temps ça se lit très facilement. Je sais plus pourquoi j'ai corné une page, là je vois ça. Qu'est-ce qui m'avait plu? Il prend un bus dans la Cambrousse, etc. Et le bus tombe en panne et il se dit on n'a rien à manger, rien à boire. Enfin, c'est la galère, quoi. Lui, il vient d'arriver en plus à Colombo. C'est sa première rencontre avec les habitants du pays. Et quand le bus tombe en panne en plein milieu de la Cambrousse, il y a quelqu'un qui monte dans le bus et qui dit l'autobus est en panne. Comme l'attente sera longue peut-être jusqu'à l'aube et qu'il n'y a rien ici où dormir, les passagers sont allés chercher une troupe de musiciens et de danseurs pour vous divertir. Et c'est là qu'il est confronté vraiment à cette différence culturelle où on ne lui apporte pas à boire ou à manger, mais on va chercher une troupe de comédiens pour danser et chanter. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa. Après, il y a d'autres passages qui sont chouettes aussi. Il s'attarde quelquefois sur ses amours. Je pense que c'est un peu un homme qui a cumulé les femmes, les rencontres et les conquêtes. Il en parle d'une ou deux justement, de qui il a l'air de tomber amoureux en 30 secondes. C'est assez drôle et en même temps assez triste aussi. Enfin bref, c'était vraiment très chouette. Je ne veux pas non plus vous raconter tout le bouquin parce que ça fait que 80 pages, mais si vous aimez bien Neruda, en tout cas moi ça m'a donné très envie de lire d'autres choses car il a quand même été assez prolifique. Il y a beaucoup d'écrits de sa part qui sont publiés. Donc, ah mais c'est un extrait. C'est un extrait de ses mémoires. J'avais pas vu cet écrit là. Ce texte est extrait de J'avoue que j'ai vécu. Donc ce sont les mémoires qui ont été publiées, je crois, à titre posthume. Son enterrement devient, malgré l'intervention de la police, une protestation contre la terreur fasciste. L'année suivante paraissent ses mémoires J'avoue que j'ai vécu, dans lesquelles il raconte avec humour et tendresse ses voyages, ses engagements, ses rencontres et ses amours. C'est vrai que il parle beaucoup de politique parce que il est diplomate, donc il est consul. Et en plus de ça, il vient d'un pays où il va y avoir une dictature, contre laquelle il va s'opposer, donc il va vivre en exil. Ensuite, il supportera le président Allende, mais le président Allende va se faire tuer, donc du coup il va devoir repartir en exil. Enfin voilà. Je pense que si je trouve un jour les mémoires, donc J'avoue que j'ai vécu, desquelles ce texte est extrait, je les lirai car j'ai vraiment trouvé ça. C'est vrai que c'est drôle, c'est tendre et c'est engagé. Il y a tout ce que j'aime, de l'humour, de la tendresse, de la douceur et de l'engagement. Bref, on est dimanche matin, je déteste faire ça, mais comme j'étais malade hier, j'ai pas pu faire mes courses. Et là, j'ai vraiment les placards qui sont archi vides, donc je vais aller à Lidl faire mes courses ce matin. Je suis pas très motivé. Comme je ne suis pas motivé et que j'ai faim, je vais faire une liste. C'est très rare que je fais une liste de courses, mais là, je dois le faire parce que avec mon super crayon que m'avait offert Laurent, je crois, sur Instagram, je vais faire une liste parce que je vais soit oublier la moitié des choses, soit acheter des trucs inutiles. J'ai commencé Ça raconte Sarah, enfin j'ai même bien avancé. C'est pas super comme plan. J'ai même bien avancé, je disais, parce que j'ai lu la moitié du roman. Ça se lit tout seul, hein. J'ai lu, je pense, 1 heure et je suis arrivé à 100 pages. C'est ma moyenne, en gros. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis. Alors, j'ai lu la moitié. En fait, le roman est divisé vraiment en 2 parties, grand 1, grand 2. Donc, j'ai lu toute la première partie. C'est une histoire d'amour folle entre une femme qui a eu un enfant avec un garçon, qui est donc hétéro. Enfin, en tout cas, elle l'a été. Et elle rencontre Sarah. Et elle raconte comment elle a quitté son compagnon pour se mettre en couple avec Sarah. Et en fait, c'est pas vraiment ça le cœur du sujet, c'est vraiment... On parle surtout de la naissance d'un amour qui est totalement fou, totalement irrationnel, avec Sarah qui est un personnage qui est très fantasque, qui est... Enfin, je pense que c'est de l'autofiction d'ailleurs. Enfin, je sais pas, faudrait que je me renseigne. Sarah est donc une violoncelliste, très enjouée surtout, qui court partout, très énergivore, alors que
notre personnage principal, dont on ne sait pas le prénom, est plus réservé, peut-être plus posé dans sa vie. J'ai comme l'impression qu'il y a quand même une différence d'âge entre elles deux, que Sarah est plus vieille. Dès le début, on sait que ça va être triste parce que la première page est comme un avertissement. On nous parle de quelque chose qui va se passer. Vu que dès la première page, on sait qu'il va se passer quelque chose de tragique à un moment dans le roman, ça nous met toujours dans une ambiance d'attente, d'appréhension, parce qu'on sait que ça va arriver. Et c'est là, j'en suis arrivé au moment où ça arrive, donc je vous reprends quand j'ai terminé le roman. Et on clôturera ce vlog. Eh bien, on est dimanche soir et je viens à l'instant de terminer Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard. Et je pense que c'est un petit coup de cœur. Vraiment, je l'ai lu là d'une traite ce soir. Je me suis juste arrêté un moment pour participer au book club de Coco et puis pour faire le ménage, tout ça. On est dimanche, hein, faire du linge. Mais sinon, je l'ai lu presque d'une traite. En tout cas, les deux parties. Je dis que c'est un petit coup de cœur parce que ça m'a quand même pas mal détruit. Dans la première partie, c'est le personnage principal qui nous raconte sa rencontre avec Sarah. Donc tout est écrit à la troisième personne du singulier. Donc la première partie du roman est écrite à la troisième personne du singulier. Elle raconte Sarah, donc elle était comme ceci, elle était comme cela, elle faisait ci, elle faisait ça, elle m'écrit, bla. Avec une écriture qui est quand même très très fragmentée, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment des courtes entrées de 5, 6 lignes, 10 lignes, une page grand maximum. C'est très sec, c'est très vif. Ça a la forme de Sarah en fait. Sarah qui est cette jeune femme qui est très volubile, très fantasque, un peu comme une enfant, ça va vite, ça claque. Il y a des rires, il y a de la joie, il y a de la danse, il y a de la spontanéité. Et c'est exactement ce qu'on retrouve par la forme de la première moitié. Et dans la seconde moitié, c'est le personnage principal qui prend la parole à la première personne du singulier, je. Et là, on a vraiment des longues pages entières de la vie après cette rencontre, en fait. Comment cette rencontre a évolué sur quelque chose d'autre. C'est très triste, car c'est un amour qui dure une année, en gros. On est sur une année de rencontre, une année d'amour. C'est une année qui équivaut à, je sais pas, 10 ans peut-être. Tant c'est vif, tant c'est rapide, tant il se passe des choses, tant c'est passionnel. J'ai pas envie de vous spoiler qu'est-ce qui se passe, même si tout le monde doit s'en douter maintenant avec ce que j'ai dit, mais en tout cas c'était vraiment une excellente lecture. Je trouve que c'est très 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 bien écrit. Ça, je me faisais pas trop de soucis vu que j'avais beaucoup aimé les poèmes de l'autrice dans Maison Tanière, qui était un recueil de poèmes où il y avait toujours une photo avec un poème qui accompagnait la photo. Les photos étaient prises par l'autrice elle-même. Le seul truc qui peut déranger un peu, c'est qu'on est dans un milieu parisien, encore une fois très cossu, très bourgeois. Ils prennent des billets d'avion et des billets de train à tour de bras. Ils voyagent toutes les 30 secondes, à tel point que je me suis dit, enfin, la meuf est prof, donc quand même quand t'es prof, t'es pas... Enfin, c'est sa première année de professorat, donc elle doit pas rouler sur l'or, mais ils prennent des billets à tour de bras. C'est peut-être le seul point qui peut être gênant pour certains. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, cet entre-soi un peu parisien, où on fume des clopes, où on lit Hervé Guibert, où on écoute Jeanne Moreau comme chanson, où on écoute France Inter à longueur de journée, enfin voilà. Je suis donc très content de moi-même car en 6 jours j'ai lu 7 livres de ma pile à lire. Voilà, j'espère que cette petite semaine en ma compagnie et en compagnie de ces 7 livres vous aura plu. J'ai peur que le vlog soit très 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 long. Si c'est le cas, bah merci d'être resté au bout. Je ne vais pas commencer de lecture ce soir, à mon avis, c'est pas la peine. Mais dès demain matin, je vais commencer Le Joueur de Dostoïevski. Et encore une fois, il n'est pas trop tard. Vous pouvez nous rejoindre tout au long du mois de février dans le Discord pour pouvoir échanger à propos de cette lecture. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Comme toujours, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être